en réalité, c'est quasiment impossible de méditer sans avoir un tout petit peu une influence sur la respiration si on l'observe. Vous écoutez Vivons Mieux, le podcast. Nous sommes Léana et Joris, un couple de longue date qui a évolué, appris, grandi avec mais aussi sans l'autre. Ce qui nous relie, c'est qu'on adore tester des choses pour tout simplement vivre mieux. En passant d'une recette saine à un changement radical de job, on teste, on réussit et des fois on échoue. Aujourd'hui, c'est ça qu'on veut partager avec vous. On passe des heures à discuter de tous ces sujets ensemble, alors pourquoi pas installer juste un micro entre nous deux. Dans cet épisode, nous allons parler de la différence entre la méditation et les exercices de respiration. Parce qu'il y a souvent confusion entre les deux, par exemple moi. Merci de nous écouter, vous pouvez nous suivre sur vivre-mieux.ch. Bonne écoute. Donc, comme je l'ai dit dans l'intro, je fais partie des gens qui pendant longtemps ont médité en se concentrant sur leur souffle et leur respiration à être régulière. C'est assez récemment que tout d'un coup j'ai vu que en fait, c'était deux choses différentes de faire des exercices de respiration et de faire de la méditation. Peut-être commençons, toi tu es surtout experte en méditation en pleine conscience, on avait déjà fait un épisode dessus, mais je pense que c'est bien d'expliquer quel est le lien la différence entre l'exercice de respiration et la méditation, mais commençons déjà par la méditation, puis comment et utiliser la respiration dans la méditation en pleine conscience. Alors, dans la méditation en pleine conscience et dans plusieurs autres types de méditation aussi, le souffle, la respiration, c'est vraiment utilisé comme une base d'observation. C'est en fait un objet d'observation. C'est-à-dire que on entraîne notre attention, notre concentration à venir se poser sur un objet. Et dans ce cas-là, et très souvent, on utilise la respiration. Pourquoi ? Tout simplement parce que on l'a tout le temps avec nous. Donc à tout moment, normalement, si vous êtes vivant, vous respirez. Et en fait, tu pourrais complètement faire de la méditation pleine conscience en te concentrant sur les battements de ton cœur. Oui, que ça aurait en fait le même impact. Ou en te concentrant sur l'arbre qu'il y a devant toi. Ou en te concentrant sur la rainure du parquet qu'il y a devant toi. Mais du coup, pourquoi est-ce quasi toutes les méditations pleine conscience, en tout cas les initiations et tout, on se concentre sur le souffle, alors que c'est quelque chose que naturellement... tu sais, c'est un peu comme quand tu essaies de dormir, puis tu as du mal, et puis tu te dis « Mais si tout d'un coup j'arrêtais de respirer, je meurs ». Tu sais, t'as un peu ce truc où la respiration... Quand tu te concentres dessus, ça devient plus difficile. Quand tu te concentres dessus, tu commences à la contrôler. Et c'est vrai que, pour moi, à chaque fois qu'on dit concentrez-vous sur votre respiration, tu dis « Ok, bon bah... » Et forcément, tu la maîtrises et tu la modifies un peu. Et c'est plus du tout ça le but, en fait. Mais en fait, on utilise la respiration comme premier point d'ancrage dans souvent toutes les méditations, simplement parce que c'est justement, on arrive plus facilement à arrêter les pensées aussi. C'est-à-dire que si je me concentre les yeux ouverts sur la plante que j'ai devant moi, si je porte mon attention dessus et que j'essaye de juste voir cette plante, on est habitué à avoir un cerveau qui va très vite, qui processe plein d'informations. Et le fait d'avoir plein de choses autour, ça va être que peut-être je vais me dire « Ah, mais il faut que j'arrose la plante d'à côté » ou « Pourquoi est-ce que cette plante-là, elle a des feuilles qui est en train de tomber ?» C'est-à-dire qu'il y a on a déjà beaucoup de pensées et c'est difficile de les maîtriser ou pas tellement de les maîtriser, mais plutôt d'amener son attention sur autre chose. Et en fait, la respiration, c'est un bon premier outil parce que justement, d'un côté, quand on vient dessus, on a un peu ce côté où on va finalement essayer de la maîtriser un peu, même si c'est pas le but. C'est quelque chose qui est à l'intérieur et qui permet vraiment de se recentrer sur soi et d'être moins perturbé par les autres choses. Mais effectivement, du moment qu'on porte notre attention à un objet ou à la respiration, on dit toujours du moment qu'on observe quelque chose, on l'influence forcément. Ouais. Donc c'est très difficile de juste observer sans influencer. Mais en tout cas, dans la méditation en pleine conscience, c'est ce qu'on veut avec la respiration. C'est observer sa respiration sans la modifier. C'est-à-dire que souvent, on a ce réflexe, effectivement, quand on commence à observer sa respiration, à inspirer plus profondément, à expirer plus profondément. Mais l'idée, ça serait vraiment de juste observer comment elle est. Ouais. Par exemple, là, je sens que je vais pas chercher très beaucoup. Je vais pas chercher beaucoup dans le ventral. Comme je parle,
Ma respiration, c'est vraiment des petites inspirations, des petites expirations. Et en fait, j'observe. Ok. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui se fait avoir par sa respiration, enfin qui se fait avoir par le contrôle de sa respiration en méditation? Après, comme tu disais, souvent c'est utilisé dans les applications de méditation. On commence par un petit peu contrôler sa respiration, justement parce que ça permet aussi d'apaiser. C'est une technique en fait de relaxation. Le souffle, c'est un outil hyper puissant pour gérer ses pensées, gérer ses angoisses, etc. Donc on y reviendra après sur... Ouais. Souvent quand on commence à méditer, dans certaines applications, elles commencent par dire prenez de profondes inspirations, expiration par le nez. Mais en soi, c'est vrai que ça, c'est plus de la relaxation que de la méditation. Mais ils l'utilisent comme introduction, à mon avis, pour déjà calmer un petit peu le système nerveux, quoi, pour être dans des meilleures conditions pour apprécier la méditation. Mais quand moi, ça ok, mais quand t'es dedans, puis tu sens que t'interfères avec du coup ta respiration. Bah, c'est un des seuls organes qui est automatique mais qu'on peut aussi contrôler. Oui, ça, parce que le cœur, on peut pas le contrôler. Bon, alors évidemment, il y a toujours des gens qui peuvent... À travers sa respiration, on peut un peu contrôler, mais ouais, tu peux pas dire, allez, là, je fais 2 battements, 3 battements, alors qu'on peut vraiment dire, j'inspire sur 3 temps, je retiens, etc. Enfin, organes vitaux, c'est ça, ouais. Ouais. Et donc, ouais, quand tu te retrouves à être un peu pris par ce contrôle, est-ce que c'est bien de se concentrer peut-être sur autre chose avant la respiration? Je sais que moi, je faisais les exercices de Wim Hof, qui sont des exercices de respiration, mais il y a un moment donné où on doit faire une sorte d'apnée. Et je sais qu'un truc qui marchait bien, pareil quand on fait l'eau froide et tout, c'est de me concentrer sur les battements de mon cœur. Alors, évidemment que ça vient aussi beaucoup de la musique, de se concentrer sur un truc répétitif qu'on peut pas contrôler parce qu'il est répétitif. Je sais que ça m'aide. Et même les fois où je suis le plus en train d'être en pleine conscience, bah en fait, c'est quand je fais de la musique. Parce que ça vient, en fait, je viens de là, en fait, bêtement. C'est finalement, quand on discutait les deux de méditation, on disait, mais en fait, c'est la même chose. C'est cette même état de conscience. Et je sais que ça peut m'aider. Mais je sais pas, est-ce que tu as autre chose ou est-ce que tu peux alors commenter là-dessus? Les battements du cœur, c'est bien, mais beaucoup de personnes ne sentent pas leur cœur. Ne sentent pas leur cœur battre ou ne l'entendent pas. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est pas un des organes sur lesquels on pourrait leur dire de simplement suivre leur cœur. Mais oui, suivez votre cœur. Mais c'est pour ça qu'en fait on l'utilise pas, parce qu'effectivement tu me diras, bah notre cœur il bat tout le temps, comme on respire tout le temps, notre cœur il bat tout le temps, on peut se centrer là-dessus, mais pas tout le monde arrive à sentir battre son cœur. Moi c'est vrai qu'il y a des jours même, où je suis là, ok bon bah je sais qu'il bat, mais je le sens pas. Mais effectivement, quand c'est difficile de pas maîtriser, quand on a envie de maîtriser sa respiration, alors que l'idée c'est juste de l'observer, il y a plusieurs choses. Déjà, si on remarque qu'on est en train de maîtriser sa respiration, c'est déjà de pas s'en vouloir, parce que, comme je disais, dès qu'on observe, on modifie. Donc en réalité, c'est quasiment impossible de méditer sans avoir un tout petit peu une influence sur la respiration si on l'observe. Mais ensuite, si on a l'impression qu'on est vraiment en train de gérer, de faire des grandes inspirations et des grandes expirations et qu'on se dit, je devrais plutôt essayer de simplement observer, peut-être que c'est bien de venir effectivement sur une autre partie du corps, par exemple. On peut aussi centrer son attention sur le bout de ses orteils, sur le bout de ses mains, pour enlever un moment le focus de la respiration, et ensuite on y revient. Et elle peut peut-être avoir pris un rythme un peu plus naturel. Moi, j'aime bien, dans mes méditations, toujours commencer par l'ancrage. C'est-à-dire que je commence très rarement par me centrer directement sur la respiration, mais d'abord, je me centre sur les pieds, comment ils sont posés, les sensations au niveau des pieds, les sensations au niveau de l'assise, où sont posées mes mains. Donc d'abord, sur le corps, donc une sorte de façon de aussi calmer le système nerveux, mais sans passer par la respiration. Et ensuite, de partir sur observer le corps qui respire. Donc pas la respiration en soi, mais où est-ce que tu sens des mouvements de ta respiration dans ton corps en premier, tu vois, de dire, ah ouais, là je sens que dans le dos, ça s'écarte un peu, dans le ventre, les épaules qui se soulèvent un tout petit peu. On a moins l'habitude de le contrôler comme ça, du coup. Parce qu'on a moins l'habitude de dire,
ok, je contrôle mon dos qui se courbe, alors qu'on le sent, là, on sent la respiration dans son dos. Donc ça, c'est une autre façon de faire aussi. Ok. Et du coup, parce que ça, c'est la méditation pleine conscience, ça a plein de bienfaits. On en a parlé pendant longtemps, mais évidemment que ça a des bienfaits que ce soit réduire l'anxiété, que ça soit la confiance en soi, enfin toutes ces choses, parce qu'on apprend à vivre avec soi-même. Déjà, je pense simplement ça, de prendre un moment pour être avec soi-même et être en harmonie avec soi-même, fait que effectivement que ça soit l'anxiété, le stress et la confiance en soi. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'aller trop loin pour se dire oui, en fait, effectivement, ça peut que induire là-dessus. C'est exactement ça. Avec la pleine conscience, on se reconnecte vraiment à ce qu'on vit en soi, que ce soit nos sensations corporelles, que nos émotions, que nos ressentis. Et dès que tu ressens mieux ce que tu vis, tu arrives mieux à gérer ce que tu vis aussi. Maintenant, la respiration, ça, c'est quelque chose d'assez incroyable aussi. Oui, c'est un super outil. Explique-nous un petit peu la respiration déjà. Quel exercice, ou même déjà, qu'est-ce qui se passe avec la respiration ? Pourquoi, en fait, finalement, pourquoi il y a des exercices de respiration ? Ouais. C'est vrai que quand on s'intéresse à la relaxation, à la sophrologie, à tout ça, la respiration, c'est vraiment l'outil principal qui est utilisé pour justement gérer les angoisses, le stress, etc., pour relaxer, en fait. Et pourquoi ? C'est très simple, c'est parce que la respiration, ça a vraiment un effet direct sur notre système nerveux. Vous avez peut-être entendu parler du système nerveux sympathique, du système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique, c'est celui qui est gentil. Non, le système nerveux sympathique, c'est celui qui va activer le corps. C'est-à-dire que le cœur va battre plus vite, le sang va aller principalement dans les muscles. Enfin, c'est tout ce système qui met le corps en activité, soit pour combattre, soit pour fuir, soit pour... c'était déjà quoi les combattre, fuir, enfin bref, pour être actif. Et souvent c'est aussi ce système là qui se met en place dans des situations de stress. Et le système nerveux parasympathique, c'est celui qui va plutôt amener le sang au niveau des organes de la digestion, qui va aller dans le côté plus des choses qui sont plus calmes, de tous ces organes aussi vitaux, mais qui ont besoin de récupérer. Donc tu dis, ça c'est le parasympathique. Ça c'est le parasympathique. Donc le parasympathique, en fait, il fait que la machine elle tourne. Il fait que la machine elle tourne, et puis c'est quand on a le système nerveux parasympathique très activé, on est un peu mou, en gros. Ouais. C'est un peu... Parce qu'en fait ça roule. C'est le côté détente, c'est vraiment quand le corps il est en mode détente, et le sympathique c'est quand le corps il est activé. Donc on pourrait imaginer une espèce de grosse machine. Qui, quand elle tourne bien, c'est le parasympathique qui travaille. Et puis quand tout d'un coup il y a une alerte, c'est le sympathique qui dit il y a un souci, alerte rouge, et puis il faut qu'on fasse quelque chose. Ouais, ou plutôt quand elle est un peu en mode veille, c'est le parasympathique qui permet de faire quand même tout tourner gentiment. Et tout d'un coup, quand il y a une action à faire, c'est le sympathique. Ouais. Okay. Mais et évidemment, on a besoin des deux. Évidemment. Et je le rappelle, parce que ça, je fais quand même souvent l'analogie. On n'est pas vraiment fait pour vivre dans le monde dans lequel on est maintenant. Ouais, ce système, le monde qu'on a créé en tant qu'humain, où il nous manque des gros stress réels, de devoir chasser un animal, ou de devoir trouver de quoi manger, ou dormir, etc. Et de faire attention à n'importe quoi qui peut nous tuer. De nouveau, aujourd'hui, à part traverser les yeux bandés, il n'y a pas vraiment de risque de se faire tuer quand on va au travail. En tout cas, pas chez nous. En tout cas, pas chez nous, oui, ça c'est vrai. Et forcément, on accumule quelque part Dis-moi si je me trompe, mais j'ai un peu l'impression qu'on a une jauge. Imaginons qu'on a 1 litre de parasympathique et 1 litre de sympathique, et puis qu'on doit les utiliser par jour. Du coup, c'est 2 litres de chaque. Et on a tendance du coup à avoir pas assez de raisons d'utiliser le 1 litre de sympathique, donc de celui qui fait qu'on est actif et puis qu'on peut réagir vite. Et que du coup, on l'utilise pour des choses un tout petit peu futiles, du style j'ai pas trouvé mes clés, ça m'a stressé, ou j'ai failli rater le bus, j'étais hyper stressé. Et putain, non, mais en réalité... C'est quand il y a quelqu'un il y a un mammouth qui te poursuit que là, tu dois vraiment stresser. Moi, je le vois un petit peu comme ça. Et du coup, c'est comme si on avait un peu
une tendance à gérer notre stress sur ce qu'on peut trouver qui est stressant, parce qu'en réalité, on n'a plus assez de choses qui nous stressent, enfin qui devraient nous stresser par rapport à la nature. Ça pourrait être vraiment une théorie viable, effectivement, parce qu'on n'a plus de gros dangers, du coup on stresse pour des petites choses. Mais c'est vrai qu'on est toujours un peu activé dans la société dans laquelle... À chaque fois, cette phrase, dans la société dans laquelle on vit. Mais oui, c'était mieux avant. Mais c'était mieux au temps des mammouths, parce qu'au temps des mammouths, on s'activait quand il fallait trouver à manger, et après, quand c'était repos, et puis le corps, il se mettait au repos, et fin des stress. Mais là, c'est vrai qu'on est toujours un peu actif, donc ce système sympathique, il est souvent un peu trop activé, au détriment du parasympathique, où on a tendance à toujours, même si c'est pas que le stress, mais c'est de l'activation. Donc c'est-à-dire que effectivement, quand on est en train de faire des choses, quand on est en train de chercher ses clés, on a toujours des petits stress, des petites choses qui font qu'on est souvent trop activé au niveau sympathique, et que justement on doit essayer de réguler pour qu'il y ait un meilleur équilibre entre le sympathique et le parasympathique. Et on fera, je pense, un épisode un peu complet là-dessus, aussi sur l'inconscient, le conscient, parce que c'est assez lié. Parce qu'évidemment qu'il y a plein de petites choses dans nos vies actuellement qui font qu'on active des fois trop ce sympathique, que ce soit les réseaux sociaux, etc. Il y a plein de choses comme ça où en fait on suractive ça, ce qui fait qu'on se met toujours dans une espèce de zone de stress, et on met notre cerveau en fait dans des situations qui ne sont pas vrai, mais on fera tout un épisode là-dessus parce que ce serait un peu difficile de tout mettre là aujourd'hui. Mais donc on comprend que on a ces deux systèmes-là, et qu'on a tendance à utiliser un peu trop le sympathique de façon pas toujours très mesurée. Du coup, la respiration là-dedans, qu'est-ce qu'elle fait ? Alors la respiration, justement, c'est un outil clé de base pour réguler le système nerveux. Donc en utilisant la respiration, parce que à nouveau c'est quelque chose qu'on a en soi et qui est interne, on peut vraiment venir avoir un effet direct sur le système nerveux. Donc en prenant des profondes inspirations, il y a différents types de respiration. En respirant à un certain rythme, on vient vraiment rééquilibrer ce système nerveux. D'ailleurs, je pense qu'on peut le faire maintenant. C'était quoi ? Il y en a plusieurs, mais si là maintenant tu en as un qui est pour le stress... Là, moi j'aurais dit le 4-7-8 par exemple. 4-7-8, qui consiste du coup... Qui consiste à inspirer sur 4 temps, retenir sur 7 temps et expirer sur 8 temps. On le fait maintenant ? On le fait maintenant. Alors on inspire, 2, 3, 4, on retient, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on expire. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On inspire. 4, on retient. 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on expire. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si vous l'avez fait avec nous, normalement, vous vous sentez quand même beaucoup plus apaisé. Moi, je le sens. Toi aussi, j'imagine. Ouais, ça fait tout de suite un... Ça ne veut pas dire que ça enlève tous les stress, mais on sent que corporellement, ça pose. En fait, ça nous met dans cet état, effectivement, comme tu disais, de veille, de parasympathique. Je le vois, même ma voix, j'ai l'impression qu'elle a changé. Où je suis plus posé. C'est quoi la DJ FM Night Voice Radio DJ FM Voice. Ouais, c'est ça. Radio Night Voice. Qu'est-ce qui se passe avec ça ? C'est que on switch de ce truc sympathique à parasympathique, où on est dans cet état plus ou en tout cas, reposé. On rééquilibre. On rééquilibre. L'équilibrage est peut-être mieux à propos. Principalement, la respiration, elle travaille là-dessus. Ouais. Je sais qu'il y a plein d'exercices de respiration. Là, on a fait celui-là. Celui-là, tu le recommandes. Je pense que c'est cool, en fait, de venir un peu démontrer différents exemples de respiration. Parce que je crois que je remarque quand je fais des exercices de respiration, des fois, je ne sais pas vraiment lequel faire. Oui. Puis quand d'un coup, tu vois certains experts qui disent ne faites surtout pas celui-là, puis t'es là, ok. Ouais. Dans ce genre de situation. Donc ça, par exemple, le 4-7-8. Alors, le 4-7-8, il est conseillé justement pour le rééquilibrage du système nerveux
Et c'est un super exercice. Il a été même vendu un peu comme l'exercice pour s'endormir en 5 minutes. Si vous avez un peu des difficultés d'endormissement, de faire ces quelques respirations, là on n'en a fait que 2, mais de faire un peu plus longtemps ces respirations, 4 inspirations, 7 rétentions et 8 expirations, ça aide aussi à s'endormir. Ok, donc celui-là... Donc, rééquilibrage et endormissement, on peut dire, 4, 7, 8. Il y a le 4-4-4. Exactement, ou la respiration en carré. Pourquoi en carré ? Parce qu'on inspire sur un certain nombre de temps, on retient sur le même nombre de temps, on expire sur le même nombre de temps, on retient, et ainsi de suite. Et généralement, c'est 4, non ? Et généralement, c'est 4, ouais. On commence par 4. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il te garantit 10 000 francs à la fin de l'année ? Exactement. Tu gagnes au loto si tu respires tous les jours. Respirez avec nous et gagnez. Non, mais c'est aussi rééquilibrage un peu du système nerveux. À quel moment tu préférerais celui-là que celui qu'on a vu avant ? Justement, alors, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut tester. Parce qu'il y en a qui supportent pas bien le 4, 7, 8. Parce qu'ils disent « Ah, mais j'ai pas assez d'expiration. » Bon, il faut toujours un temps. Bien sûr, les premiers tours où on le fait, on n'arrive pas à avoir le bon rythme, donc on expire, on n'a plus assez d'air. Il faut essayer de trouver son rythme. Et moi, je dis toujours, prenez le type de respiration qui vous convient le mieux, au final. Il faut tester aussi. Après, voilà, il y a peut-être un certain nombre de bienfaits que je ne saurais même pas vous dire exactement, qui sont plus précis pour le 4-4-4-4 et un petit peu différent pour le 4-7-8. Mais le mieux, c'est de tester les deux dans ce cas-là et de faire celui qui vous convient le mieux. Et il y a une chose que je ne savais pas, en fait, mais donc nous, on fait pas mal de yoga et le yoga se base beaucoup sur la respiration. Il y a tout un pan du yoga. Plus que le mouvement, en fait. Et à force de faire... sa respiration aussi est comme un muscle en fait qui se développe. La respiration devient aussi plus précise. Moi, je vois que depuis que je fais ça, j'ai toujours eu un bon souffle parce que je faisais de la trompette petit, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on travaille assez vite. Mais je remarque que maintenant, les exercices de 4, 7, 8, par exemple, ou quoi, je gère beaucoup mieux mon souffle. Et puis, ce qui fait aussi que dans les situations de stress... je me rends compte très vite quand tout d'un coup mon souffle commence à être puis que ça va plus du tout. Et en l'approfondissant, on et dès qu'on l'approfondit, et vraiment, dès que vous êtes en état de stress, juste de faire exactement. Juste ça aide déjà. Ça calme. Moi, l'analogie que j'ai un peu, c'est... Moi, je vois un peu des petits bonhommes en moi, en fait. Quand, c'est très PNL comme façon, donc pas le groupe. C'est très PNL comme façon d'imaginer, de travailler. Plus on essaie de se dissocier, plus c'est facile de comprendre comment on fonctionne. Mais c'est un peu comme si on n'avait pas plein de parties en nous qui s'occupent de gérer ça, etc. Et quand on est en situation de stress, pour moi, c'est tout le monde est en train de courir dans tous les sens en soi, puis c'est donc en soi, en nous. Et c'est alerte rouge, là il faut faire ça, on a oublié de payer ça, etc. Ça part complètement en cacahuète. Et de respirer fait que c'est un peu comme si on envoyait de la morphine à tout le monde et puis ils font... Oui, on leur dit calme. Et même c'est comme ça qu'on le ressent aussi mais juste de le faire là, alors que je ne suis pas spécialement stressé, de prendre une grande respiration et de relâcher, on est tout de suite mieux. Et je le vois un peu comme ça, comme si c'était un shoot qu'on donnait à tous ces petits bonhommes qui courent dans tous les sens. J'ai vraiment l'image de... C'est quoi ? Il était une fois la vie. C'est ce dessin animé qui explique les choses qui se passent dans le corps. Ou là, ils ont fait le 2 qui est sorti et qui est au cinéma encore maintenant. C'est quoi, vice-versa ? Vice-versa, ouais. Mais c'est un peu... Ouais, c'est vrai. C'est assez intéressant de voir les choses comme ça parce que ça permet en fait de se rendre compte un peu qu'il y a quelque chose qui est responsable de ça et en plus, il est en nous, donc c'est quand même nous qui sommes responsables. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a un truc de dissociation qui est très intéressant. Si vous avez un animal, observez comment il respire. Si vous voyez qu'à chaque fois qu'ils sont en état de stress ou post-stress, l'utilisation de la respiration est vraiment observable. Je vois avec notre chien Meko, même avant de s'endormir, il y a tout un coup une espèce de... J'allais dire, et puis il s'endort. C'est quelque chose qu'on fait vraiment pas suffisamment, nous, c'est soupirer. C'est-à-dire... Oui, c'est vrai. Prendre une énorme inspiration et puis tout relâcher. On retient tout, alors que quand on observe tous les animaux, il y a toujours un moment donné où vous entendrez le grand... Exact. Oui, il souffle. Et c'est quelque chose que j'observe beaucoup
avec les chanteurs que j'enregistre, ça fait quand même partie de mon métier, toutes ceux ou celles qui ont une respiration qui n'est pas steady, enfin régulière, c'est étrangement des personnes plus stressées que les autres. Et tu vois que ça a un impact sur tellement de choses, des décisions, tu sais. Genre, mais là, c'est pas bien ce que je fais. Mais là, je chante faux. Mais là, je devrais. Ah, mais pourquoi je fais ça, etc. Mais on devrait pas faire un autre morceau. Puis t'es là, juste, on peut faire. Et toutes les personnes qui ont une respiration assez mesurée, où tu sens qu'ils l'ont travaillé, il n'y a pas cette espèce de moment où ça part vraiment dans tous les sens. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup, que j'avais vu chez Huberman, qui est un gars qui est à Stanford, qui fait de la neurologie, je crois, qui est tout simple. C'est, on va respirer, vous pouvez le faire avec moi, mais l'idée, c'est de respirer jusqu'au maximum. Et quand on a tout respiré, on va faire encore une respiration, et après, on relâche lentement. Donc, si on le fait ensemble, ça fait 3, 4... Vous remarquerez le musicien qui nous lance avec son 3-4. Ouais, désolé. C'est tellement logique, oui. Avec le petit claquement de doigts. Oui, désolé. Ça va être insupportable. Surtout si vous avez mal vécu des cours de solfège plus jeunes. Désolé. Et puis, une quatrième du coup. Mais ça, c'est hyper agréable aussi. Enfin, tu sens vraiment de surtendre et de relâcher. Ouais. On arrive à vraiment détendre. Et le quatrième point, pour moi, c'est la respiration ventrale, qui peut se faire avec toutes ces respirations aussi. Mais c'est qu'on a beaucoup tendance à respirer juste là. C'est vrai qu'avec le yoga aussi, c'est quelque chose qu'on apprend vraiment à respirer avec le ventre. On inspire, on gonfle le ventre, on expire, on rentre le ventre et on souffle. Puis vraiment, ça permet d'inspirer de tout son corps et ça permet aussi, durant la journée, de gérer le stress simplement avec ce type de respiration. Quand elle est faite plus profondément, ça a cette capacité de réguler au fur et à mesure en fait le système nerveux. Quand je faisais de la trompette, quand j'étais plus petit, mon prof il me disait que, parce qu'on doit toujours respirer avec le ventre, puis je disais mais ça veut dire qu'on a de l'air dans le ventre. Il me disait mais pas du tout, l'air il va de toute façon dans les poumons dans les deux cas. Quand on dit gonfler le ventre, c'est vrai qu'on ne gonfle pas d'air. En fait ce qu'il me disait c'est que quand t'es en haut, c'est comme si comment expliquer ça? C'est comme si tous tes organes n'étaient pas vraiment positionnés au bon endroit parce que tu es en train de faire ça, puis du coup, tu leur donnes la place. Par contre, si tu respires avec le ventre, tu tasses tout en bas, et du coup, en tassant tout bien, tu es plus posé. Et je trouvais l'image assez intéressante parce que tu dis, ok, si je respire avec le ventre, en fait, je pose tout vers le bas et je crée une bonne fondation pour pouvoir donner de la place à l'air, tandis que si je suis vers le haut, en fait... je bloque, et même on le sent, si vous faites vraiment avec le haut, on sent que la respiration, on est vite au max de ce qu'on peut prendre. Pas beaucoup, Par contre, avec le bas, ça va. Par contre, c'est un truc à travailler. C'est pour ça que les chanteurs, les trompettistes, tous ceux qui utilisent leur souffle comme outil travaillent énormément ça. Méditation, on contrôle pas sa respiration. Exercice de respiration, on contrôle sa respiration. Après, méditation, si on se voit qu'on contrôle sa respiration, c'est pas la fin du monde non plus. On va essayer de pas trop la modifier, mais forcément, en l'observant, on la modifie. Donc, pas sans vouloir non plus. Mais voilà, pas contrôler et exercice. Et les deux sont super intéressants et sont super importants. Ouais. Et comme tu as dit, sont complémentaires. C'est une très bonne chose de commencer sa session de méditation ou même de yoga ou même de sport, en règle générale, par des exercices de respiration pour... quelque part, se mettre dedans, se poser et après entamer l'exercice. Oui. Enfin, l'exercice, la méditation, le sport, enfin n'importe quoi. Même au travail, que ça soit ou téléphoner à quelqu'un où on sait que ça va être stressant, de juste se dire ok, je vais prendre 5 grandes respirations et ça va juste reset calmer tout ce côté un peu je pars dans tous les sens. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Si évidemment que c'est quelque chose qu'on peut approfondir comme sujet,
On a dit le parasympathique, sympathique. Je pense qu'on va faire tout un épisode dessus. Merci de nous avoir écoutés. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. À bientôt. Ciao.